Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. C'est officiel, ce mercredi, le gouvernement de Michel Barnier a été renversé. Ça commence. Cramponnez-vous, on y va. Il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. La verrait quand cette merveille? Dans 3 siècles? Dans 3 mois. Poussé à la démission par une motion de censure. 3 mois. 3 mois. Seulement 3 mois après son entrée en poste. Bye bye. Bye bye. Arrivederci. Auf Wiedersehen. Adios. Adios. Au revoir. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Et voilà, une expérience qu'on n'est pas prêt d'oublier, c'est le double quinquennat d'Emmanuel Macron. Eh oui, 3 mois pour Michel Barnier, moins que Gabriel Attal. On va évidemment en parler, mais on va aussi parler des 30 mois qui restent. Ah oui, il y aura l'édito, mais il y aura surtout Jean Lassalle, ancien député, président de Résistons, qui sera notre invité pour débriefer sur cette nouvelle de la censure du gouvernement Barnier, mais aussi ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir. On aura ensuite Jean-Mal Bruno pour parler un peu de choses sérieuses au-delà de la politique française, c'est-à-dire ce qu'il se passe actuellement au Proche-Orient. Jean-Mal Bruno revient d'Arabie Saoudite où il était avec Emmanuel Macron, mais on parlera de la Syrie, du Liban et bien sûr de ce qu'il se passe encore et toujours à Gaza. Et puis à 13h, notre invité sera Charles Gave, président de l'Institut des Libertés, auteur du livre Cessez de vous faire avoir aux éditions Pierre de Taillac. L'idée étant de parler non pas seulement de politique mais d'économie. Où va la France avec ses 3 000 milliards de dettes droit dans le mur? Sans doute est-on déjà au pied du mur. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 14h sur Sud Radio. À tout de suite. L'invité. Et notre invité pour commencer et débriefer bien sûr sur cette démission du gouvernement Barnier après la censure et puis l'allocution d'Emmanuel Macron d'hier, c'est Jean Lassalle, ancien député, président de Résistants et auteur de La France authentique aux éditions Glyph. Bonjour. Bonjour, cher Alexis Poulain, et merci infiniment pour votre invitation. Écoutez, c'est toujours un plaisir, et puis vous connaissez quand même bien cette scène politique depuis des années. C'est assez inédit, depuis 60 ans, aucune motion de censure n'avait fait tomber un gouvernement. On se retrouve un peu au pied du mur. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette séquence politique avec la censure votée, et puis ensuite on parlera ensemble, évidemment, de l'allocution d'Emmanuel Macron? Écoutez, je ne vais pas jouer les surprises, personne ne l'est d'ailleurs aujourd'hui, mais ça fait des années, cher Alexis Poulain, et votre station Sud Radio qui a toujours été, qui m'a toujours donné la parole, le sait bien. J'ai décrit ce phénomène depuis une vingtaine d'années, quand j'ai vu que le vent tournait et que nous sortions du modèle démocratique que nous avions connu pour entrer dans un système féroce basé sur mondialisation et financiarisation. Et aujourd'hui, on ne sait plus qui est la France, on ne parle plus de France, de la France authentique dont vous avez parlé dans mon livre, et bon, on n'a plus aucune valeur et on a perdu le sens commun. Donc, dans ce contexte-là, que M. le Président de la République ait été amené à dissoudre comme ça, on ne sait pas pourquoi, et puis que les deux extrêmes, chose inimaginable en France, il y a 10 ans, où tout le monde était ému de voir le Front National. On n'avait pas vu que Mélenchon se radicalisait autant et tenait des propos aussi inacceptables sur notamment un sujet contre lequel tout le monde s'est levé. Enfin, bref, je pense que il y avait toutes les conditions réunies pour que nous nous retrouvions un jour devant l'impasse dans laquelle nous sommes. Alors, Résistons est un mouvement inspiré du gaullisme. Moi, personnellement, j'ai toujours été très attiré par l'action du général de Gaulle, à qui nous devons cette constitution extraordinaire d'ailleurs. Quoi qu'il arrive, elle donne toujours une porte de sortie et elle permet au président de rester en place. Donc, je partage la préoccupation, mais je pense qu'il faudrait commencer par remettre l'église au cœur du village, et là, ça va faire l'objet de vos questions,
proposer quelques solutions alternatives très fortes. Oui, parce que vous dites que la Constitution permet au président de rester en place contre vents et marées, certes, mais là, on a quasiment un mépris des institutions de la part d'Emmanuel Macron, puisque la cinquième, c'est quand même une légitimité populaire assez large. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne l'a plus. C'est aussi le respect du vote. Lors des législatives anticipées après la dissolution, le Rassemblement national, tout comme le Nouveau Front Populaire était en tête, et le Nouveau Front Populaire, lui, demandait d'avoir un gouvernement, ce qu'a refusé Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on arrive dans ce blocage du fait uniquement d'Emmanuel Macron, même si lui dit que ce n'est pas lui, c'est les autres. C'est comme toujours les autres, la faute des autres. Écoutez, il y a bien longtemps que la Constitution n'est pas respectée. Ouais. Et quand on perd, vous avez raison de le dire, on ne gagne pas. Certes, l'attitude d'Emmanuel Macron n'est pas défendable, mais est-ce que l'attitude de ses prédécesseurs, de ceux qui ont été mis en minorité ou de ceux qui ont perdu, l'est tout autant? Non, je ne crois pas. On n'a pas respecté. Imaginez le général de Gaulle devant une situation pareille. Alors ensuite, oui, la Constitution permet à Emmanuel Macron de rester en poste, pour l'instant. Mais vous savez, ceux qui veulent son départ à tout prix, et moi je ne suis pas là pour le défendre, mais il n'y a qu'une seule condition qui peut le faire partir, c'est la démission de députés. Alors, si les démissions, ceux qui ont déjà fait la motion de censure, le Front Populaire et le Rassemblement national démissionnent déjà tous, et s'ils étaient suivis par l'ensemble des autres, là, à ce moment-là, il y aurait déjà une chance de faire réfléchir le président de la République sur son utilité actuelle. Mais tant qu'on en sera à des postures, à montrer ses muscles et tout ça, et qu'on sera très, très attaché à son siège, ne surtout pas le perdre plus vite qu'il ne faut, eh bien, on continuera comme ça. Et on finira d'écœurer les Français. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ils ne comprennent absolument plus rien. Oui, il y a un désaveu quand même de la classe politique où les Français se demandent où on va, s'il y a encore un capitaine dans le navire et un équipage même. Là, ce que vous dites, c'est qu'une des solutions pour sortir de cette impasse, puisque peu importe le prochain Premier ministre, ce sera le même problème que pour Michel Barnier, trouver des coalitions d'intérêts. La solution, ce serait l'autodissolution de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire tous les députés qui remettent leur démission pour relancer une nouvelle élection législative. Ah mais oui, si on veut aller au bout des choses, et si on veut rester cohérent, au lieu de réclamer matin, midi et soir, sans arrêt, la démission, alors qu'on sait très bien que la Constitution fait qu'il faut vraiment, je ne sais pas, un tsunami pour renverser un président. Eh bien, c'est de montrer l'exemple. À ce moment-là, les Français seraient véritablement de nouveau interpellés par ceux qu'ils ont élus. Et commencerait à comprendre le sens. Mais tant qu'on joue avec des petites motions de censure que les uns votent, les autres pas, ou qu'un jour on vote ensemble, on ne sait pas pourquoi, ils n'y comprendront rien. Et puis, sortir des projets. Comment se fait-il que la France soit ainsi isolée aujourd'hui? Quand vous pensez, vous disiez dans vos titres, que le Mercosur va certainement être approuvé sans l'accord de la France et de l'Italie. Mais à quoi nous sert l'Union européenne aujourd'hui et tout l'espoir que nous avons mis en elle à un certain moment? Comment se fait-il que nous soyons aussi, comment je devrais dire, esselés sur la scène mondiale? Nous ne pourrons plus parler aux Africains qui nous ont tourné le dos, et ils ont bien raison. Nous ne parlons plus aucun pays du Maghreb, et nous avons perdu complètement la main dans la plupart des pays du Moyen-Orient ou du Proche-Orient. Regardez l'attitude qui est la nôtre, et encore actuellement, regardez la Syrie. Est-ce que vous pensez que vraiment l'exemple irakien a été suffisamment convaincant, que l'exemple de la Libye a été suffisamment convaincant? Je comprends que leur président n'était pas des saints, mais en fait, il suivait quand même les traces du paranoïdisme arabe décrit par le président égyptien en son temps. Et ma foi, la France avait des relations. Est-ce que vous pensez que c'est maintenant Bachar el-Assad qui appelle
tous les terroristes du monde à remettre le feu à Alep. Je ne le crois pas. Non, on en parlera d'ailleurs en seconde partie d'émission avec Georges Malbruno, qui revient d'Arabie Saoudite et qui était spécialiste du Moyen-Orient, parce qu'effectivement c'est un des sujets clés en politique internationale actuellement. Mais pour revenir au cas français, puisque la diplomatie française, elle aussi est dans la passe. On voit même d'ailleurs le téléphone du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a été hacké et il refuse de remettre son téléphone aux autorités compétentes pour voir qui et comment et ce qu'il y a eu de contenu compromettant qui aurait pu comme ça fuiter. Donc c'est assez grave. Pour la suite, en fait, on a eu Michel Barnier qui a essayé de faire des compromis avec tout le monde, qui était pourtant quelqu'un issu de la droite traditionnelle, qui ne faisait pas non plus consensus. Qui pourrait le remplacer, en fait? La question, c'est est-ce que une autre figure politique peut faire la même chose, ou est-ce qu'on va se retrouver dans quelques mois avec le même blocage, 49.3 et censure? Écoutez, d'abord, un mot sur Michel Barnier, vous avez raison, je le connais personnellement depuis très longtemps, et c'est un homme pour lequel j'ai la plus grande estime, et qui a fait le job. C'est un très bon négociateur, il a montré à Bruxelles, et ça a été un bon ministre français, et c'est pas n'importe qui a organisé les Jeux Olympiques avec Jean-Claude Killy. Il faut quand même être un sacré monsieur. Bon, il n'est plus là. Et vous avez raison, je pense que le même sort attend les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets, tous ceux qui suivront sur la liste. Et je pense que justement le président que tout le monde voit partir ne va pas se gêner pour jouer avec les uns, puis les autres, les disqualifier tous les uns après les autres. Et vous verrez que dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, bien, laissez passer si ça doit, et des voix s'élèveront pour dire mais il faudrait absolument garder Macron. Heureusement qu'on a lui, parce que tous les autres foutent le camp avant même qu'il ne soit arrivé. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. En gros, vous pensez qu'Emmanuel Macron n'est pas si mauvais stratège, qu'il crée le désordre et le chaos pour se poser en ultime rempart d'une certaine façon, alors qu'il est celui qui a provoqué la dissolution et qui se retrouve avec un pays ingouvernable, là où il avait une majorité relative qui pouvait tenir jusqu'en 2027. C'est quand même étonnant, ce choix. Ah oui, c'est ce que nous disions en démarrant l'entretien, cher Alexis. C'est absolument inexplicable. Je ne me hasarderai pas sur le terme de stratégie pour qualifier les demandes d'Emmanuel Macron. Ouais. Mais il faut dire que, comme quelqu'un qui ne croit plus en rien, et même pas en la France, et surtout pas, hélas, comme d'ailleurs part de ceux qui sont arrivés au sommet, ne croit plus du tout en la France, eh bien, peu importe ce qu'il arrive, pour l'instant, eh bien, on donne en pâture l'un, puis l'autre, et puis ça ne change pas. Est-ce que vous pensez que le jeu des partis a changé? Pas du tout. Mais est-ce que vous pensez, parce qu'Emmanuel Macron hier a dit clairement qu'il irait jusqu'au bout de son mandat de 5 ans, c'est-à-dire qu'il reste 30 mois, est-ce que vous pensez qu'il sera en capacité d'aller jusqu'au bout? Écoutez, moi je ne vois vraiment pas dans la situation actuelle ce qui pourrait l'en empêcher. Puisqu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup vu. On a vu l'épisode Covid à l'époque et le ridicule dans lequel nous nous sommes tous noyés. Nous avons vu... D'ailleurs, vous aviez des preuves que Emmanuel Macron ne s'était pas fait vacciner. Vous ne les avez toujours pas sortis. On attend ça avec impatience, Jean Lassalle. Mais non, mais c'est-à-dire que je n'ai pas allé sortir comme ça. C'est que c'est des éléments qui m'ont été remis, parce que j'étais député à l'époque, et j'ai sorti ça à un moment où il y avait un vrai danger, à le dire. Parce que c'était le moment où il y avait encore 200 000 infirmières sans situation qui étaient virées et qui n'avaient pas de salaire, qui n'avaient rien du tout. Il y avait de très gros enjeux. Mais ceux qui m'ont donné, selon un principe bien particulier, il faut que M. Macron me demande de les apporter pour me faire taire, ou alors que je fasse l'objet d'une démarche publique m'obligeant à les montrer. Mais vous pensez bien que je ne vais pas répondre à monsieur Untel ou monsieur Untel, dont je ne sais pas s'ils ne sont pas instrumentalisés justement pour me désarmer.
Bon, ceci dit, c'est un autre sujet. Bah, écoutez, on y reviendra de toute façon. On aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, on doit arrêter l'entretien et faire une courte pause. Mais on reparlera avec vous prochainement de cette crise politique parce que vous connaissez bien la scène française. Et puis dans un instant, on va se retrouver avec notre second invité, Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, pour parler de la Syrie, mais aussi du Liban, de Gaza et du voyage en Arabie Saoudite en ce début de semaine. À tout de suite, 0826 300 300. Et il y a le grand sapin, n'oubliez pas. Et puis, vos questions et vos réactions avec nos invités. À tout de suite. Sud Radio. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Alors effectivement, on tourne beaucoup autour de l'adresse aux Français d'Emmanuel Macron hier soir que vous n'avez sans doute pas écouté, mais vous savez de quoi il en retourne. Hein. Il est là pour encore 30 mois et ce n'est pas de sa faute. Comme d'habitude avec Emmanuel Macron, trop subtil, trop intelligent et nous les Français, un peu trop cons, excusez-moi du terme, on ne comprend rien. D'ailleurs, lui-même le dit, on l'écoute. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Je dois bien le reconnaître, cette décision n'a pas été comprise. Et voilà. Beaucoup me l'ont reproché et je sais beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait et c'est ma responsabilité. Ah bon, pour une fois qu'il est responsable d'une dissolution que nous n'avons pas compris, et encore une fois, que lui-même, je pense, n'a pas compris, il ne s'attendait pas au nouveau Front Populaire, il faut dire, pour mettre un caillou dans la chaussure, et aujourd'hui, toute la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de faire défiler dans la cour de l'Élysée ceux qui voudraient bien assumer avec lui son bilan calamiteux, 3 000 milliards de dettes et une économie en lambeaux. Tout ça avec le Parti Socialiste, avec tous ceux qui voudraient bien venir, les LR et autres. Bruno Retailleau a dit pas de deal avec la gauche possible. La gauche, de son côté, ne veut pas faire de deal avec Bruno Retailleau. Donc, ça risque d'être très, très compliqué, la suite des opérations. Mais hier soir, on a eu Emmanuel Macron qui continuait de dire que ce n'était vraiment pas sa faute, encore une fois, même si il est responsable de la dissolution. Mais c'est tout. Après, le reste, c'est encore la faute des autres. Je sais bien que certains sont tentés de me rendre responsable de cette situation. Ah oui. C'est beaucoup plus confortable. Non. Mais si j'ai toujours assumé toutes mes responsabilités, les bonnes choses comme parfois les erreurs que j'ai pu faire, je n'assumerai jamais l'irresponsabilité des autres. Alors c'est étonnant parce que je me demande quand est-ce qu'Emmanuel Macron a assumé ses responsabilités. Je me rappelle de ce discours lorsqu'on cherchait le coffre de Benalla, vous savez, ce coffre qui a disparu et on ne sait pas ce qu'il y avait dedans, où il disait il n'y a qu'un responsable, il est devant vous, qu'il vienne me chercher. Personne n'est allé le chercher, ou du moins ceux qui ont essayé ont perdu un œil souvent, et il y a eu une violence sans nom lors des Gilets jaunes, vous vous en souvenez évidemment. Voilà la part de responsabilité d'Emmanuel Macron, mais si on l'écoute, ce président si subtil et si intelligent, voilà ce qu'il disait justement lors du grand débat après les Gilets jaunes, quand il parlait pendant des heures, et là il parlait avec des intellectuels à l'Élysée qui s'endormaient les uns après les autres, mais il a dit une chose extrêmement intéressante, et là on ne peut pas remettre en question la parole d'Emmanuel Macron qui a tout le temps raison. On l'écoute. Le quinquennat phasé ne permet plus une forme de respiration démocratique de mi-terme à la française, en tout cas de césure, de respiration, où le peuple français peut dire j'ai confiance dans votre projet, donc je vous redonne une majorité pour le faire. Le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Voilà, alors il est question d'assumer les fonctions qui vont avec le rôle de président de la République qui ne peut pas rester s'il n'a pas de majorité. C'est ce qu'il disait en 2019. Voilà à qui nous avons affaire. Quelqu'un qui joue au bonneteau finalement avec le pays et qui se joue des appareils politiques pour rester au pouvoir dans le mépris le plus total en réalité de la lettre des institutions et de la Constitution. On n'est pas sorti des ronces. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et sans transition, nous allons parler du Proche-Orient avec notre invité Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez avec Emmanuel Macron en Arabie Saoudite en ce début de semaine où il était à la rencontre de Mohamed Ben Salman. Quelles ont été les conclusions, les avancées de ce voyage officiel ? Alors, les avancées ont été concrètes, ont été assez minces. Il y a eu quelques contrats qui ont été signés
qui sont souvent d'ailleurs avec l'Arabie Saoudite des conclusions de contrats qui sont négociés depuis longtemps. Il y a eu également l'annonce que l'Arabie Saoudite pourrait acheter des avions de combat Rafale à terme. Et donc voilà, ça c'est sur le volet, je dirais, économique. Et puis sur le volet diplomatique, eh bien Emmanuel Macron venait chercher un appui saoudien, notamment au Liban. On n'est pas sûr du tout qu'il l'ait obtenu parce que le Mohammed Ben Salman se désintéresse de ce pays depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, c'était aussi une façon pour Emmanuel Macron d'arriver un petit peu avant l'élection de la prise de fonction de Donald Trump, qui est un ami de Mohammed bin Salman. Donc voilà, il y a une partie culturelle où la France est impliquée dans la mise en valeur de ce site. Voilà, la relation franco-saoudienne, elle est assez bonne, mais elle manque quand même un petit peu de substance. Et donc on est toujours dans cette relation à la fois, je dirais, bonne, mais qui tourne un petit peu en rond, parce qu'il faut savoir que Mohammed bin Salman, contrairement à ses prédécesseurs à la tête de ce royaume, même s'il n'est pas encore en titre roi, a décidé, ce que j'appelle moi, de pratiquer une polygamie diplomatique, d'être ami un petit peu avec tout le monde, et donc tout le monde aura un peu une part du gâteau. Donc il faut espérer que nous aurons aussi une part du gâteau, d'un gâteau qui reste encore conséquent, mais qui est moins important qu'avant, parce que les prix du pétrole ont baissé, et que les projets ambitieux, vous savez, la ville futuriste de Neom, etc., ont été revus à la baisse parce qu'il y a moins d'argent dans les caisses et qu'il faut se consacrer justement à des projets rentables et qui permettent de créer des emplois en Arabie Saoudite, parce que c'est un pays où il y a une population importante contrairement à ses voisins, et les jeunes, maintenant, MBS leur a donné certes de très beaux concerts avec Céline Dion et David Guetta, mais il leur faut surtout du travail, et donc c'est ce sur quoi il est attendu. Ça, et puis sans doute aussi, depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas et la riposte d'Israël, un changement aussi en matière de défense pour la région, et sans doute une réorientation des budgets vers ce poste-là. Est-ce que c'est le cas en Arabie Saoudite ? Alors oui, c'est le cas aussi. L'Arabie Saoudite a de gros besoins en matière d'avions de combat. Mais c'est vrai que le 7 octobre, avant le 7 octobre, vous vous souvenez peut-être, MBS avait engagé des négociations en vue de normaliser avec Israël. C'était assez bien avancé. Comme c'est quelqu'un qui a une approche transactionnelle, ceux qui faisaient le deal, ce sont les Américains, à qui ils demandaient justement des avions de combat, du nucléaire civil, etc., en échange d'une normalisation avec Israël. Après le 7 octobre et les bombardements, donc l'attaque terroriste du Hamas en Israël, et puis depuis un an les bombardements meurtriers à Gaza, la population saoudienne est assez en colère contre ce que fait Benyamin Netanyahou, et donc MBS doit en tenir compte, et donc il a clairement dit il n'y aura pas de normalisation sans un État palestinien. Or vous le savez, Benyamin Netanyahou n'en veut pas, donc là sur ce dossier-là, c'est un petit peu les positions sont gelées. Et d'ailleurs, ça avait été annoncé, suite à la visite d'Emmanuel Macron, qu'il y aurait un sommet avec la France l'an prochain pour avancer sur la création d'un État de Palestine. C'est important, cette nouvelle, quand même. Sur la reconnaissance, sur la reconnaissance, Emmanuel Macron a annoncé. Alors, vous savez, il faut se méfier, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, des effets d'annonce d'Emmanuel Macron, parce que il nous l'a annoncé quand il a vu la presse le soir, c'était mercredi vers 19h, et qui aurait ce sommet co-présidé par lui-même et par MBS en juin, mais en fait c'est un sommet qui sera organisé aussi par les Nations Unies, et ça a été annoncé dans la nuit qu'il aurait lieu à New York. Je lui ai posé la question de savoir si la France n'allait pas justement reconnaître l'État de Palestine, ou même avant. Alors il m'a dit peut-être, je n'ai pas de religion en la matière, je ne m'interdis rien, etc. Donc voilà, le problème avec Emmanuel Macron, c'est qu'il a tendance à, comment dirais-je, à surestimer sa puissance, et donc à annoncer des initiatives qui ne sont pas toujours, loin s'en faut, couronnées de succès. Mais c'est vrai que dans ce domaine-là, parce qu'il est poussé par MBS qui lui dit il faut reconnaître l'État de Palestine, pour l'instant il ne veut pas le faire parce qu'il veut que ça se fasse dans le cadre de reconnaissance réciproque, mais comme l'Arabie Saoudite ne reconnaîtra pas l'État d'Israël d'ici là, on voit pas bien comment il y aurait une reconnaissance réciproque. Donc voilà, donc on est dans cet entre-deux qui est une annonce, qui
Macron a envie de reconnaître cet État de Palestine, mais il voudrait avoir en contrepartie de certain nombre de pays arabes une reconnaissance d'Israël. Donc il n'est pas du tout certain qu'il l'obtienne. Ouais, on est loin du compte en réalité. Et puis la diplomatie française est quand même largement décrédibilisée avec des prises de position d'un côté et puis de l'autre. On a vu justement le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot choqué lors de l'incident en Israël avec les gendarmes qui s'étaient fait arrêter, gendarmes français sous statut diplomatique, arrêté assez brutalement par des responsables de sécurité israéliens. Et puis il ne s'est rien passé après ça. On a l'impression que finalement la diplomatie française est inexistante dans la région, ou du moins se réduit à peau de chagrin. Ce qui s'est passé, c'est que sur ce dossier-là en particulier, mais comme sur d'autres, il y a eu, c'est pas le en même temps pratiqué par Emmanuel Macron, c'est les zigzags. Après le 7 octobre, la France a clairement pris position, défendu Israël, soutien inconditionnel, etc. Ce qui était évidemment légitime, mais il y a eu des initiatives d'une idée d'une coalition internationale anti-Hamas sur le modèle de Daesh qui était complètement impraticable. En parallèle, donc, il y a eu dans le monde arabe, l'image de la France s'est dégradée, donc et Macron a perdu justement cette image. Un certain nombre d'ambassadeurs, j'avais révélé leurs notes dissidentes, l'ont écrit à Emmanuel Macron en novembre. Et puis ensuite, Emmanuel Macron s'est rendu compte finalement que, bien à Gaza, il y avait des bombardements israéliens extrêmement meurtriers, que Benyamin Netanyahou n'entendait rien. Donc vous avez remarqué que ces derniers mois, il a haussé le ton sévèrement contre Netanyahou. Donc ce qui lui vaut des critiques acerbes. Donc ce qui fait que le bilan 12 mois ou 13 mois après, c'est qu'il a à la fois perdu côté arabe et côté israélien, donc il a perdu sur les deux côtés parce que sa politique manque de vision, quoi. Je veux dire, il y a clarté. Il y a comme ça de clarté, il y a des zigzags, quoi. Mais c'est pire que ça, parce que sur Benyamin Netanyahou, il y a eu quand même le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, et la position de la France a changé dans la journée, avec le côté oui, on respectera, parce que nous sommes garants du droit international et membres de la CPI, et puis le soir, mais il y a dérogation. Mais comment c'est possible en fait ce cafouillage? C'est possible parce qu'il y a eu marchandage, parce que Benyamin Netanyahou a appelé Emmanuel Macron et il lui a dit: si tu veux être partie prenante des négociations sur le cessez-le-feu au Liban, eh bien il faut que tu lâches sur mon mandat d'arrêt à la CPI. Et comme Emmanuel Macron tient absolument à ce que la France soit partie prenante dans le règlement dans le cessez-le-feu et sa vérification au Liban, eh bien on a rétro-pédalé, ce qui a donné une image assez peu glorieuse de la diplomatie française, mais Benyamin Netanyahou a tendance à tenir un petit peu Emmanuel Macron sur ce dossier-là, comme il a tenu Joe Biden aux États-Unis, parce qu'il dispose d'un certain nombre de relais en France, et que, encore une fois, sur cet aspect-là, effectivement, la diplomatie française ne s'est pas montrée extrêmement ferme, pour le moins qu'on puisse dire. Ah oui, on va parler dans un instant, après cette courte pause, du Liban et puis de la Syrie aussi, qui inquiète beaucoup dans la région. Avec vous, Georges Malbruno, dans un instant, si vous souhaitez réagir ou poser une question, 0826 300 300, à tout de suite. Nos grands reporters au Figaro, spécialistes du Moyen-Orient, pour parler de cette région du globe ô combien sous tension actuellement. Avant la pause, on évoquait le Liban et la négociation qu'il y a eu avec Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron pour une solution au Liban. Où en est-on actuellement? Parce que c'est difficile de voir entre les cessez-le-feu et les combats qui continuent, les bombardements également. Quelle est la situation? Comment on peut résumer aujourd'hui la situation au Liban? Alors, le cessez-le-feu globalement tient, avec quelques entorses. Il y a eu le Hezbollah a tiré sur une partie de ce qu'on appelle un secteur qui s'appelle les fermes de Sheba. Israël a riposté, mais globalement, si vous voulez, le cessez-le-feu tient globalement. Et ce cessez-le-feu est prévu de durer pendant 60 jours, au terme desquels, Israël va retirer son armée du sud Liban et le Hezbollah aura fini de retirer ses combattants d'une zone qui va de la frontière avec Israël jusqu'au fleuve Litani, c'est-à-dire une vingtaine de kilomètres plus au nord. Et en parallèle, l'armée libanaise doit remplacer le Hezbollah. Donc on en est là aujourd'hui. Et pour justement arbitrer ces entorses,
Américains et Français, mais surtout Américains, en concertation avec Israël et accepté par le Liban, ont mis en place un comité de surveillance de ce cessez-le-feu. Vous avez un général américain qui est à Beyrouth, et puis il y a quelques officiers français qui sont arrivés pour dire, ben voilà, lorsqu'on constate qu'il y a une voiture du Hezbollah qui est remplie d'armes, eh bien, on va essayer d'intervenir pour que elle arrête son chemin, etc. Donc, ça tient relativement assez bien, et donc, voilà, on est dans cette période d'entre-deux assez fragile, qu'il faut consolider. C'est pour ça, d'ailleurs, que mercredi, Jean-Noël Barrot et Sébastien Lecornu me disaient qu'ils allaient aller lundi prochain au Liban, tous les deux, pour affirmer le soutien de la France à cessez-le-feu. Bon, vous savez, donc, le gouvernement a démissionné, donc je ne pense pas qu'ils iront. Donc, voilà, ça reste très fragile, mais globalement, ça tient à peu près. Là où ça tient pas, on va y venir, c'est en Syrie, parce que les rebelles, justement, dont vous avez probablement parlé, ont profité du départ des combattants du Hezbollah qui avaient vraiment soutenu Assad depuis une dizaine d'années, qui étaient rentrés au Liban il y a 2-3 mois face à l'offensive israélienne, et Bachar el-Assad s'est retrouvé quasiment pas nu, c'est un peu exagéré, mais en tout cas dépourvu d'hommes, et donc les rebelles qui étaient islamistes, qui étaient confinés dans cette région du nord-ouest d'Idleb, en ont profité pour avancer sur Alep, pour prendre Hama hier, une ville un peu plus au sud, et qui avance vers Homs, et donc avec pour Bachar el-Assad une menace assez forte sur son pouvoir, parce que cette ville de Homs, c'est une ville carrefour, elle est à 150-180 km de Damas, et puis donc la menace se précise pour lui. Pour l'instant, ses alliés, y compris russes, sont intervenus, mais moyennement. Les Iraniens aussi. Alors, ils se rencontrent justement aujourd'hui et demain à Doha, ce qu'on appelle l'axe de résistance, les Iraniens, les Russes et les Irakiens, pour voir dans quelle mesure ils peuvent aider, parce qu'il y a une urgence, parce que sinon, le Bachar el-Assad, si jamais les rebelles prennent Homs, ensuite ils vont descendre sur Damas. Alors bon, après, Damas, l'armée syrienne est peu mieux structurée, avec notamment le frère d'Assad, mais il y a un danger pour Assad. Et d'ailleurs, le chef des rebelles, Mohamed Joulani, l'a dit ce matin sur CNN, l'objectif, c'est de renverser Bachar el-Assad. Le régime, absolument. Ce chef des rebelles, d'ailleurs, est assez énigmatique actuellement. On ne sait peu qui finance, qui sont les soutiens des rebelles islamistes en Syrie. Ils sont financés par leur propre, puisqu'ils ont établi une espèce de proto-gouvernement dans la poche d'Idleb. Donc c'est quoi, c'est un nouvel État islamique qui est en train de se former ? Alors, État islamique, non. Enfin, État islamique, pas sur le modèle de Daesh. Il faut préciser que ce monsieur-là, Mohamed Al-Joulani, était l'ancien chef de la branche d'Al-Qaïda en Syrie. Donc, c'est pas du Hamas même, c'est plus radical que le Hamas. Bien plus radical, oui. C'est plus radical que le Hamas. Il s'est écarté justement d'Al-Qaïda, et il a créé cette branche là qu'on appelle Hayat Tahrir el-Sham là, et qui est depuis quelques années, alors comment dirais-je, contrôlée par les services de renseignement turcs, puisque la Turquie a une frontière commune, elle a des postes d'observation à Idleb. Eh bien, le Joulani et ses hommes qui dominent toute la masse des rebelles qui sont dans cette région d'Idleb, eh bien, ont procédé à se sont fait ripolliner pour que certains journalistes viennent, des chercheurs, pour qu'on les accepte comme des islamistes donc acceptables. Et alors derrière tout ça, ce qu'il faut, parce que c'est très compliqué, je pense que ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, vous aviez la Turquie et Assad qui essayaient de négocier justement, mais Assad ayant été entêté,
eh bien, les Turcs, là, ont lâché la bride sur leurs alliés islamistes, et pour signifier à Assad, eh bien, maintenant, tu dois négocier justement avec nous. Sinon, on ira jusqu'à Damas et on est prêt à renverser le régime. Mais du côté de Assad, vous disiez que les soutiens, notamment les Russes, étaient assez timides. Pourtant, de manière géostratégique, la Syrie est extrêmement importante pour les Russes, notamment pour l'accès à la mer. Est-ce que c'est parce que la guerre en Ukraine prend toutes les ressources et que finalement la Russie ne peut pas être partout, comme les États-Unis, ou est-ce que c'est un choix stratégique de se recentrer de ce côté-là de la mer Méditerranée ? Alors, c'est comme vous l'avez dit, je pense que c'est le résultat du fait que la Russie est évidemment très occupée avec la guerre en Ukraine. Donc, il y a eu un retrait d'un certain nombre de soldats russes de la Syrie. La Russie apporte une aide aérienne au régime de Bachar el-Assad, mais elle n'a pas d'hommes au sol. Et ce qui manque à Bachar el-Assad, c'est des hommes au sol pour aller soutenir justement des bombardements russes contre les rebelles. Or, ces hommes au sol, c'était essentiellement le Hezbollah qui les fournissait à Assad. Le Hezbollah n'étant plus là, Assad se retrouve encore une fois, largement démunis. Et au-delà de ça, je crois que les Russes aussi envoient un signal à Assad qu'ils protègent, mais avec des relations quand même assez parfois compliquées, en disant: tu ne veux pas négocier avec la Turquie, or nous, Russes, nous avons besoin de la Turquie dans le conflit en Ukraine, il faut revenir à la table des négociations, il faut envisager une négociation, et donc c'est pour ça qu'il y a un soutien, je dirais, relativement limité des Russes. Des Iraniens, c'est un peu plus marqué, parce que pour l'Iran, Assad est un partenaire stratégique, pour une raison simple, c'est que si vous prenez une carte, pour aller de Téhéran jusqu'à Beyrouth, pour livrer des armes au Hezbollah, il faut passer par la Syrie, donc il faut qu'on ait en Syrie un allié qui nous permette ces livrets bons armes, et c'est pas un hasard, c'est justement depuis une quinzaine de jours, en particulier juste avant le cessez-le-feu entre Israël et le Liban, Israël a concentré ses frappes et continue de le faire sur des points justement où le Hezbollah se réapprovisionne. Donc voilà, il y a une urgence côté, je dirais, Assad, c'est de parer au plus pressé, parce que sinon ils vont venir à Damas. Et comme l'armée syrienne, alors à Damas, il y a le frère de Assad, Maher al-Assad, dirige ce qu'on appelle la 4e division, c'est une unité d'élite, mieux formée, mieux équipée pour la protection de Damas. Donc le régime n'est pas encore tombé, mais je crois qu'il n'est pas tombé encore, c'est sûr. Je ne sais pas s'il tombera, mais on est à la fois dans une phase militaire et diplomatique, parce que la Turquie a bien dit nous voulons qu'Assad se réconcilie avec ses opposants. Assad, ces dernières années, parce qu'il ne faut pas oublier, on l'a oublié parce que c'est un conflit qui était gelé, mais il y avait normalement un processus politique qui devait avoir lieu à Genève sous les auspices des Nations Unies, mais Assad, considérant qu'il avait gagné et fidèle à sa politique, a tout bloqué, et donc aujourd'hui les Turcs lui disent tu nous disais que tu n'avais pas de chef de l'opposition en face de toi, regarde, on t'a emmené Mohamed Al-Joulani, qui est un islamiste bon teint. Bon, eh bien voilà, merci beaucoup pour ce point sur cette situation complexe en Syrie et puis au Proche-Orient. Georges Malbruno, grand reporter au Figaro, et puis on apprend aussi par Mediapart que le téléphone de notre ministre des Affaires étrangères démissionnaire, Jean-Noël Barrot, a été compromis et qu'il refuse de le donner au service pour voir jusqu'où les fuites peuvent mettre en danger la diplomatie et la sécurité de l'État. C'est assez inquiétant encore, cette nouvelle qu'on vient d'apprendre. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio et on est ensemble jusqu'à 14h. Notre prochain invité sera Charles Gave de l'Institut des Libertés pour parler bien sûr de la crise politique en France, mais aussi et surtout de la crise économique. Où va l'argent et pourquoi 3 000 milliards de dettes, et que faut-il attendre maintenant de l'État français? 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Ah, ça y est, c'est maintenant, c'est le grand sapin de Noël de Sud Radio, et ça va être le moment d'ouvrir en direct votre cadeau de Noël sur Sud Radio, et on va tout de suite accueillir notre gagnant, c'est Paul. Oui, bonjour Alexis. Bonjour Paul, vous êtes le gagnant du jour, vous avez été le 24e à appeler, et vous gagnez 2 places pour le spectacle Cœur de Lumière. C'est un grand spectacle son et lumière immersif, une expérience visuelle unique au cœur de la basilique Saint-Cernin à Toulouse, et c'est entre le 2 janvier et le 8 avril 2025. Alors théâtre, son et lumière avec des projections monumentales. Voilà, tout ça c'est pour vous, félicitations.
Et merci beaucoup. Je remercie Sud Radio. Normalement, on ne gagne pas souvent, nous, mais c'est très gentil. Des émissions de grande qualité, des invités, là, c'est très éclectique et c'est très intéressant. Et merci à l'accueil au standard, que ce soit Emmanuel, que ce soit Claude. C'est toujours très bien et très, très accueillant. Merci beaucoup. Merci à vous, Paul, et bonne fête de fin d'année. Et je rappelle, le grand sapin de Noël continue sur Sud Radio jusqu'au 27 décembre. Alors restez connectés sur Sud Radio toute la journée. Vous pouvez doubler vos chances de gagner en vous connectant également sur tous les réseaux sociaux de Sud Radio et sur sudradio.fr. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Bon allez, fini les fêtes, fini le sapin de Noël. C'est pas pour tout de suite, on va parler de choses sérieuses et plutôt inquiétantes, ou du moins il faut se préparer, avec notre invité Charles Gave, président de l'Institut des Libertés, économiste. Bonjour. Bonjour. Alors, j'imagine que vous avez écouté l'adresse aux Français d'Emmanuel Macron hier soir. Sûrement pas. Voilà, je m'en doute. Mais quand même, vous avez peut-être entendu ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous pensez de la situation politique actuelle du pays ? Je suis extrêmement satisfait. Ouais. Pour une raison assez simple, si vous voulez, c'est que ça fait des années que je dis que une espèce de classe mondialiste a pris le pouvoir, a essayé de le prendre partout. Mmh. Et j'avais écrit un livre l'année dernière qui s'appelait « La vérité vous rendra libre », dans lequel j'expliquais que l'effondrement allait se produire de cette classe. Elle s'est produite aux États-Unis, puisque maintenant, quand on voit les nominations de M. Trump, on se rend bien compte que le but, c'est le nettoyage au Karcher de cette classe à Washington, donc c'est déjà ça. Et on se rend compte que cette classe à Paris, elle nous a amenés dans une impasse totale, et que comme il n'y a pas de solution, c'est ce que disent les Allemands avec beaucoup d'expérience historique, si je peux me permettre. Ils disent il vaut mieux à la fin dans l'horreur qu'une horreur sans fin. Donc on arrive à la fin, donc c'est une excellente nouvelle. Ils sont en train de se planter. Maintenant, on va voir comment on s'en sort. Mais la nouvelle, c'est pas comment on s'en sort, c'est ils sont en train de se planter et c'est irrémédiablement. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que l'horreur est inévitable d'une certaine façon. Maintenant, avec toutes les sonneries qu'ils ont faites, on va payer le prix, mais on va redevenir libre. Oui, parce que ce que vous dites dans ce livre, c'est qu'il y a une classe des hommes des bateaux, internationalistes, globalistes, le World Economic Forum, etc., les young leaders, et puis les hommes des arbres qui sont enracinés et qui défendent. Qui veulent rester là où ils sont. Quoi. Et là, ce qu'on voit, par exemple, parce que c'est vrai, on parle de cette micro-crise politique, alors qu'elle est constitutionnelle. On a le droit de faire une motion de censure et de virer un gouvernement. C'est tout à fait républicain. Non seulement ça, mais si on pense que le gouvernement est incompétent, il faut le faire. Et donc ça a été le cas, et il n'y a pas de drame en réalité, même si on voudrait dramatiser pour certains cette situation. Mais en coulisses, on a Ursula von der Leyen, la ô combien médiatique présidente de la Commission européenne, qui est en train de négocier le Mercosur en Amérique du Sud contre, bien sûr, l'avis de nos agriculteurs qui sont toujours mobilisés. Le problème, en fait, l'éléphant dans la pièce dont aucun membre de la classe politique médiatique ne veut parler, c'est quand même l'Union européenne, non ? C'est l'Union européenne, mais c'est plutôt c'est les pertes de souveraineté de la France. Et qui vont de pair. Qui n'allaient pas de pair jusqu'à Delors. Et depuis Delors, on a abandonné souveraineté après souveraineté. Et donc la réalité, c'est que le problème ne vient pas de l'Union européenne, le problème vient de la lâcheté de la classe politique française qui a abandonné toutes ses souverainetés. Pour un plat de lentilles, quoi. J'ai jamais très bien compris pourquoi il le faisait. Oui, quand on voit le budget de l'Union européenne auquel contribue la France et ce que nous récupérons, finalement, on voit qu'après des années, c'est la désindustrialisation, c'est maintenant le massacre de l'agriculture, c'est la perte des emplois. Qu'est-ce qu'on a à gagner ? C'est les pertes de souveraineté, tout ça, si vous voulez. Par exemple, quand je vois que la Cour européenne des droits de l'homme s'autorise à dire qu'on peut virer un gars que s'il peut revenir après, qu'est-ce qui lui donne le droit ? La justice est rendue en France au nom du peuple français. Je voudrais savoir au nom de quoi la Cour européenne des droits de l'homme rentrait de la justice. C'est le traité européen. C'est le fait que nous sommes dans ce oui, mais la souveraineté française est... On peut pas la faire disparaître. C'est ce qui se passe devant nos yeux. C'est exactement pour ça qu'ils ratent. Parce que les nations... se battent. Non, c'est pas qu'elles se battent, comme disait Jean-Paul II, la démocratie ne peut exister que dans une nation. Puisque dans une nation, celui qui perd accepte d'avoir perdu.
Tandis que vous ne pouvez pas accepter de perdre contre la Cour européenne des droits de l'homme. Ouais. Et Jean-Paul II savait de quoi il parlait, il était polonais, donc l'idée de nation avait quelque chose d'important à ses yeux. Ben oui, et on le voit très bien, il ne peut y avoir que de liberté individuelle que dans le cadre d'une nation. Il ne peut pas y avoir 3 droits qui s'appliquent dans une nation, il ne peut y en avoir qu'un. Mais justement, les libertés, vous avez fondé l'Institut des libertés il y a de ça quelques années, pour défendre cette vision libérale du monde, parce qu'on voit bien que la démocratie libérale est en panne du fait de cette idéologie. C'est pas la démocratie libérale qui est en panne, si je peux me permettre, c'est la démocratie représentative. C'est-à-dire que, par exemple, la démocratie libérale, elle n'est pas en panne en Suisse. Oui, elle se porte très bien. Elle se porte très bien. Pourquoi ? Parce que il fallait 15 jours pour aller de Toulouse à Paris au 19e. Donc on a inventé la démocratie représentative parce qu'on ne pouvait pas communiquer. Mais aujourd'hui, on a toute une série de charlots qui sont élire. Donc il faut retourner au souverain, c'est-à-dire rendre la parole au peuple et avoir le référendum d'initiative populaire pour permettre de se débarrasser de ces gars-là et de commencer à traiter les problèmes. Ils nous parlent sans arrêt des trucs qui ne nous intéressent pas et ils nous parlent jamais des trucs qui nous intéressent. Donc il faut qu'on prenne la parole et qu'on dise nous, on veut parler de l'immigration, on veut parler de l'agriculture. Mais quand c'est le cas, on voit bien la lutte qu'il faut faire. Je vais prendre l'exemple actuel de la Roumanie, où Călin Georgescu, candidat sorti de nulle part, dit populiste, qui est un homme des arbres, contre l'OTAN, contre l'Union européenne, en Roumanie. Il arrive au premier tour des élections présidentielles. Que fait l'Union européenne ? Elle va faire une enquête sur TikTok qui serait responsable de cette élection, avec une ingérence étrangère qui ferait qu'en fait les Roumains n'auraient pas du tout voté, mais ils auraient été monstrueusement influencés par les Russes, évidemment. Et c'est systématiquement la même chose. Le cas georgien, avec la présidente de Géorgie, ancienne diplomate française, qui se maintient à son poste alors qu'elle n'a pas à le faire, en faisant une sorte de coup d'État pour dire la Géorgie, c'est l'Union européenne, c'est pas l'influence russe. Enfin, partout où les populations votent contre cette technostructure, eh bien, on leur dit, vous avez mal voté, il va falloir recommencer. Et on se rappelle de 2005 en France. Oui, il faut changer le peuple, vous savez, c'est la vieille blague. Il faut changer le peuple. Et d'ailleurs, il s'y emploie. Oui, c'est tout à fait légal. Donc aujourd'hui, ce que vous êtes en train de dire de façon très claire, c'est que nous ne sommes plus en démocratie. C'est-à-dire que la volonté du peuple, ils n'en ont rien à cirer. Ça les emmerde, en fait. C'est très gênant. C'est très gênant. Donc c'est vraiment ça le problème, c'est qu'on a mis en position une classe qui est invirable. Par exemple, on ne pouvait pas virer les commissaires européens. Par exemple, Madame von der Leyen, elle est l'objet d'une enquête pour les trucs qu'elle a touché sur les vaccins Pfizer avec ses SMS. Il y a d'ailleurs une audience aujourd'hui, parce qu'elle refuse de donner les textes, ces communications entre elle et le président de Pfizer. Et je crois que son mari faisait partie des gens qui ont énormément touché avec sur un biolab, sur lequel il a touché un maximum. Donc, ils sont non seulement, ils font pas la volonté du peuple, mais en plus ils se corrompus jusqu'à l'os. Et donc vous vous dites, c'est une classe criminelle qui a pris le pouvoir partout en Europe, qui l'avait prise aux États-Unis. Et la vraie question, c'est en effet, comment va-t-on s'en débarrasser ? Dans le monde anglo-saxon en général, ils sont plutôt confiants dans les élections. Nous, chez nous, ça se termine plutôt un coup de fourche. Oui, on va en parler parce que la réélection de Donald Trump a été quand même une grosse surprise pour certains et une très mauvaise nouvelle pour ces gens qui souhaiteraient gouverner par le décret et sans le peuple. On va parler justement de ce peuple anglo-saxon et de l'élection de Trump et de ce que ça change. Avec vous, Charles Gave, on va marquer une courte pause si vous souhaitez poser des questions à notre invité ou réagir. 0826 300 300, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. On se retrouve avec Charles Gave, notre invité, président de l'Institut des libertés, économiste, et qui a écrit de nombreux ouvrages pour parler un peu de ce qu'il se passe actuellement. On parlait justement de cette reprise de pouvoir par les peuples d'une certaine façon. Et aux États-Unis, ça s'est fait de splendide manière par la réélection de Donald Trump, contre toute attente, surtout de ce côté-là de l'Atlantique, où beaucoup ont été choqués en ne comprenant pas pourquoi Donald Trump a gagné. Pourtant, c'est assez simple, en fait, si on vous lit, de comprendre pourquoi Donald Trump a gagné. Moi, j'étais persuadé, mais la vraie surprise, ça a été qu'il y ait eu le vote populaire. C'est ça qui a surpris les gens, parce que du coup, ça le rend légitime. Et là, je voudrais dire quelque chose.
c'est qu'une démocratie cesse de marcher quand il y a une rupture entre la légalité et la légitimité. C'était une grande idée gaulliste. C'est pour ça d'ailleurs que le général s'était barré après le référendum qu'il avait perdu, parce qu'il avait perdu la légitimité. Il pouvait rester, il était légal. Ouais. Ça gênait pas des gens comme Sarko ou Chirac, ça, mais, ou même Mitterrand, ça y restait, même s'il n'était pas légitime. Mais ne parlons pas de Macron. Ne parlons pas de Macron. Donc, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus aucune adéquation, sauf aux États-Unis qui viennent de la retrouver, entre légitimité et légalité. C'est-à-dire un vote populaire, une assise populaire réelle, et puis des structures légales qui font qu'il a le pouvoir réellement. Il a le pouvoir de changer. Ouais. Et on a très bien vu que dans son... Parce qu'il a une majorité partout. Partout, donc il contrôle tout. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir agir. La première fois, on a vu qu'ils ont essayé de le casser avec l'histoire de la Russie qui voulait rien dire. Et donc il l'a empêché de gouverner pendant 2 ans, puis ensuite ils ont essayé de l'empêcher. Et on s'est rendu compte, avec le temps qui est passé, que dans le fond, le ministère de la Justice avait été complètement noyauté par Obama et par les Clinton, au cas où il perdrait, de façon à pouvoir lui mettre les tribunaux dans les pattes et ce qu'il ne puisse pas gouverner. Mais attendez, ça me rappelle le parquet national financier de François Hollande, cette affaire, qui a fait perdre François Fillon avec l'affaire des costumes et de l'emploi de Pénélope Fillon. C'est-à-dire en pleine campagne, avec une rapidité incroyable. Parce pour une fois, ils ont été... On revient rarement sur cette campagne de 2017, mais c'était quand même un coup des juges, là. Ça a été un coup d'État. Ouais. Ça a été un coup d'État. Pour vous, c'était un coup d'État? Pour moi, c'est un coup d'État, puisque, en principe, si vous voulez, dans le droit français, si mes souvenirs sont exacts, ça remonte à loin, mais un juge d'instruction ne peut pas s'autosaisir. Or, François Hollande a créé cette justice spéciale pour qu'il puisse s'autosaisir. Donc, contre qui dont il autosaisit? Contre l'ennemi qu'il fallait battre pour éviter qui était Fillon, il n'avait pas que des qualités, mais en tout cas, il avait fait une campagne d'homme des arbres. Il avait compris déjà les courants. Les courants, c'était pas du tout appuyé sur Paris, il avait été en province. Donc, c'était bien. Et aujourd'hui, nous avons un drame affreux en France, c'est que vous regardez la carte des élections en France, si vous mettons ceux qui n'aiment pas Macron en bleu et ceux qui aiment Macron en rouge, toute la France est bleue et Paris est rouge. Donc aujourd'hui, on a une toute petite classe d'hommes des bateaux qui mènent la France contre la volonté de tout le peuple. C'est le blocage actuel, en fait, si on veut l'expliquer. Mais autant aux États-Unis, la démocratie a fonctionné, c'est-à-dire parce qu'ils ont une excellente constitution. Le vote a permis cette expression libre, qui n'est pas reprise ou manigancée d'une certaine façon. Il n'y a qu'un tour. Oui, et il n'y a qu'un tour, voilà. Il n'y a qu'un tour, c'est-à-dire que s'il y avait qu'un tour, en France, le Rassemblement national serait au pouvoir. Mais voilà, avec Ciotti. Donc on est aussi dans cette configuration où, par le jeu des partis, par le jeu de la légalité, ce que vous dites, on peut étouffer la volonté populaire. Si je peux me permettre, ça fait un petit moment qu'on le fait, parce que, par exemple, les Français avaient voté contre la Constitution européenne. Oui, 2005. Ils y ont eu droit quand même. Les Français, on leur a jamais posé la moindre question sur l'immigration. Toutes les grandes questions qui intéressent les Français, par exemple. Jamais de référendum. Jamais de référendum, et surtout jamais de référendum d'initiative populaire. Prenez un exemple en Suisse. Il y avait un grand débat sur est-ce que on pouvait avoir des femmes voilées en Suisse. Ils ont fait un référendum. Le souverain a parlé, comme on dit en Suisse, c'est-à-dire le peuple s'est exprimé. Je crois que c'est 57% des voix non. Les juges n'avaient rien à dire. Il n'y avait plus rien qui avait rien à dire. Le souverain avait parlé. Donc il faut rendre la parole au souverain. Est-ce que Trump va venir pour l'inauguration de Notre-Dame? Est-ce qu'il aura peut-être des conseils à donner à Emmanuel Macron? Est-ce que son conseil, ce serait de dire, écoute, démissionne, c'est ce que tu as de mieux à faire? Oh, il va pas. Vous savez que Trump, il a une intention très nette, c'est de s'occuper des États-Unis. Oui, ça c'est clair. Et il faut pas oublier que les Américains ont toujours trouvé la France comme un pays insupportable. Et donc, dans la mesure où elle va mal, ils sont plutôt contents. Et pourtant, on était là avec Lafayette pour les aider à garder leur indépendance. Oui, ça a duré jusqu'à ce qu'ils deviennent un pays puissant. Puis, n'oubliez pas que la France est un peu la civilisation alternative à la civilisation anglo-saxonne. Et donc, par exemple, les relations des hommes et des femmes ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, n'étaient pas du tout les mêmes, maintenant, le deviennent. Et c'était une façon de vivre qui était différente, c'était une civilisation qui était différente. La place des femmes dans la civilisation française était incroyable. Et donc, la France a toujours emmerdé les anglo-saxons. Je ne dis pas sans aucune méchanceté, parce qu'on était... Non, c'est un cas, avec la Grande-Bretagne, l'Alliance cordiale, enfin on voit les guerres de 100 ans qui n'ont jamais cessé, quasiment. On ne voit pas le monde de la même façon. Vous alliez dans un restaurant à Édimbourg à 7h du soir ou à 8h du soir, vous aviez des tables d'hommes et des tables de femmes. Ça n'existait pas en France. Aujourd'hui, ça existe.
ce qui est une nouveauté. Donc, le placement français, qui a été inventé assez tôt dans notre histoire, c'était un homme, une femme, pour empêcher pour permettre aux gens d'être polis, quoi. Donc on est là pour gagner son. Oui, il y en a qui sont occupés de nous. Hein. Oui. Roosevelt, il voulait mettre des fonctionnaires américains partout. Hein, donc, mais ça reste le cas. On n'a pas besoin de fonctionnaires européens. Américains, on a des fonctionnaires européens. Et une fois d'ailleurs, il y avait eu quand même une levée de bouclier parce qu'on voulait nommer à un poste clé une lobbyiste américaine qui n'avait pas du tout de papier de pays européen en disant ça passera. Mais quand on a Emmanuel Macron, président de la République, pourquoi avoir un responsable Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité.
Et notre invité est Charles Gave, qui est fondateur de l'Institut et président de l'Institut des Libertés, économiste, auteur du livre Cessez de vous faire avoir. On va parler épargne et dette, mais aussi de la vérité qui vous rendra libre. Et ici, on parle vrai sur Sud Radio. Alors, ça nous fait plaisir de vous avoir à l'antenne, Charles Gave. Merci beaucoup. 3 000 milliards de dettes, une situation calamiteuse, des faillites en cascade. Mais le problème, c'est pas le train de vie de l'État. En fait, c'est que les Français ne travaillent pas assez. Enfin, il y a beaucoup de problèmes en réalité. Vous le disiez à l'instant, qui va prêter encore de l'argent à la France quand le FMI va arriver? C'est ce qui va se passer en fait. Est-ce que vous voyez un scénario à la Grèce? Le scénario à la Grèce, oui, mais en plus c'était pas le FMI, c'était la Troïka. Il y avait donc le problème de la France, si vous voulez, c'est que quand même, elle est une puissance comme l'était l'Angleterre d'ailleurs en 77, là, quand ils ont eu le FMI. Enfin, elle est au bord du FMI. Donc c'est un peu embêtant d'envoyer quelqu'un chez un membre de conseil d'administration. Mais en plus, si je veux dire quelque chose, c'est que la France, c'est beaucoup trop gros pour le FMI. C'est la Grèce, ça allait. Ouais. Mais nous, on est à un niveau de dette et à un niveau de taille économique qui fait que c'est beaucoup trop gros. Donc le FMI n'a pas les fonds propres pour traiter la France. Il n'a pas assez d'argent. Et si vous demandez au Congrès américain d'augmenter les fonds propres du FMI... ce sera niette. Parce que la France veut vivre au-dessus de ses moyens. Et en plus, il est certain que l'Allemagne dira les Français ont qu'à se démerder. Ouais. Donc, dans les membres de la Troïka, je vois pas très bien qui va être d'accord pour... La France en est à un point, si vous voulez. Bon, mettons, les Allemands sont en train de rentrer dans Paris et on a des grandes discussions qui se passent au Parlement pour savoir s'il faut rajouter des murs à la ligne Maginot. Oui. Mais ils sont déjà... on est en faillite. Ça c'est sûr, on est en faillite. On est en faillite. Il y a eu la case Bruno Le Maire, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Emmanuel Macron qui ont masqué l'état de la faillite et des comptes. Ce qui est d'ailleurs, s'ils donnent des faux comptes au Parlement, je crois que c'est un crime. C'est un crime. Qui devrait être passible de prison. C'est pas le cas, ils s'en sortent il leur arrive jamais rien, parce qu'une des caractéristiques de cette classe, c'est qu'elle est intouchable. Il n'y a jamais de... Vous verrez, par exemple, Mme van der Leyen, il ne va rien lui arriver. Alors que tout le monde sait que c'est une crapule. Et qu'elle a des procès en Allemagne sur la corruption qu'elle a eue. La corruption avec McKinsey. Avec McKinsey et sur le département de la Défense. Alors, au-delà du fait que les coupables ne seront pas jugés ni punis, 3 000 milliards de dettes, c'est quand même notre problème à tous les Français. Quelles sont les solutions? Est-ce qu'il y a des solutions? Ou est-ce que, comme vous le dites, ça va être une horreur et on ne pourra pas faire l'économie de ce moment-là? La solution, elle existe très bien. C'est Milley, c'est Thatcher, c'est Reagan. C'est-à-dire couper toutes les dépenses de l'État aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez par exemple aujourd'hui, je crois, plusieurs centaines de hautes autorités, de grands conseils, dans lequel il y a des gars qui ont des voitures de fonction, des trucs et qui servent à rien. Bon, vous avez, d'après ce que dit Charles Pratt, 76 millions de cartes vitales, alors qu'il y a 72 millions de Français, ou un truc comme ça. Donc, il y a des fraudes partout. Donc, la première des choses, c'est de dire aux Français, vous savez ce qu'on va faire? On va aller chercher le pognon de ceux qui le volent, et à due concurrence de cet argent qu'on récupère, on vous baissera vos impôts à chaque fois de moitié. Et à ce moment-là, ce qui se passera, c'est que le taux de croissance de la France remontera au-dessus du taux d'intérêt, parce que la dette n'est un problème que si le taux de croissance est en dessous du taux d'intérêt. Si vous empruntez à 2 et que vous croissez à 0... Mais au bout d'un certain temps, vous faites faillite, il n'y a pas de problème, il suffit d'attendre. Là, c'est où on en est. Mais la pression fiscale fait qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont de l'argent, qui préfèrent ne pas payer leurs impôts et faire de l'évasion fiscale ou légalement de l'optimisation fiscale. Mais j'espère qu'ils en font, c'est un droit constitutionnel de faire de l'optimisation fiscale. Évidemment. Mais là, aujourd'hui, on voit bien qu'une des logiques qui est en train de monter, c'est aussi de dire il faut aller prendre de l'argent aux riches, ils en ont, il faut le faire. Mais ils sont déjà partis en réalité. Ou ils sont protégés de cette politique-là. Vous connaissez un peu les évangiles? Un peu, vous connaissez... C'est Noël, alors allons-y. Allez-y, vous connaissez la parabole des talents? Allez-y. Mais vous savez, la parole des talents, il y a le Seigneur qui s'en va et qui donne 4 talents à un ouvrier qui a des capacités, puis 2 à un autre qui est un peu plus couillon, et puis 1 au dernier parce qu'il est vraiment bon rien. Et il revient longtemps après, le travailleur fidèle lui en rend 4 plus 4, l'autre lui en rend 2 plus 2, et le dernier dit, tu es un maître dur qui cherche à gagner de l'argent sans que tu travailles, et donc je l'ai enterré mon talent, je te le rends. Et celui-là, le Christ dit, il va en enfer. La politique de la France économique depuis 50 ans, c'est de piquer de l'argent à celui qui en fait 4 pour le donner à celui qui en fait 1.
Et on me demande pourquoi il n'y a plus de croissance. Ouais. Parce que vous prenez du pognon à celui qui a la capacité de créer de la valeur pour le donner à celui qui est méchant, qui veut pas travailler et qui enterre ses talents. Et ben, dans un pays, ça peut pas marcher. Ouais. Mais là, vous voyez que, évidemment, on parle de Milei en Argentine. Vous pensez qu'il faut une solution de ce type-là? Mais c'est pas qu'il le faudra, c'est automatique. Ouais. Les Argentins ont voté Milei à partir du moment où les subventions qui touchaient ne payaient même plus le ticket de métro pour aller les toucher. Ouais. Parce que l'inflation était de 27% par mois. Bon, à ce moment-là, ils ont dit, on va peut-être faire autre chose. Et il a coupé les dépenses de l'État d'à peu près 20% partout, à la tronçonneuse. Et du coup, aujourd'hui, l'inflation n'est plus qu'à 0,5% par mois ou quelque chose comme ça. Ils sont en excédent budgétaire, ils sont en excédent extérieur. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si vous gaspillez de l'argent et si vous cessez de le gaspiller, la croissance reprend. C'est aussi le pari de Trump avec le Doge, le ministère donné à Musk pour couper les dépenses publiques également. Mais bien sûr, vous savez que 80% de la croissance, de la richesse dans un pays est créée par 20% des gens. C'est la loi de Pareto, ça s'applique à tous les phénomènes sociaux. Ouais. Puis après, il y a l'acceptation de l'impôt qui est quand même... l'acceptation de l'impôt. Ouais. Mais 80% de l'argent est créé par 20% des gens. Et dans les 20% des gens qui créent, 80% est créé par 20%. Donc ça veut dire que 4% des gens en France créent la moitié de la richesse créée en France chaque année. Dans tous les pays du monde, on leur fout bien la paix. Parce qu'on se rend bien compte qu'ils sont tout à fait spéciaux. C'est comme un grand artiste, si vous voulez. Le gars qui crée de la valeur à partir de rien. The Art of the Deal, de Donald Trump. Voilà, The Art of the Deal. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en France, ça fait 50 ans qu'on suit une politique pour taper sur ces 4%. Là, vous pensez qu'on arrive à terme on arrive au niveau de l'Argentine, oui. On arrive à un moment où l'Argentine, c'était le deuxième niveau de vie du monde en 45. Et aujourd'hui, ils en sont, je ne sais pas quel niveau, c'est un des pays les plus pauvres. Donc, la pauvreté, ça n'est qu'une question de mauvaise allocation du capital. Si vous filez du pognon à l'État qui ne sait pas quoi en foutre et qui le gaspille, et que vous l'enlevez à un type qui sait quoi en faire, il va créer des emplois, en fin de parcours... Les Français. Puis aussi payer les travailleurs, parce qu'il y a le côté aussi du coût du travail. Écoutez, moi j'ai embauché quelqu'un récemment qui me coûte 2200 € par mois et que je paye 2200 par mois et qui me coûte 4400 €. Oui, c'est le principe. Oui, mais bougez pas, quand j'étais en Angleterre, parce que j'ai passé 25 ans dans l'acidier, si j'embauchais quelqu'un à 100, il me coûtait 115. En France, il me coûte 200. Donc, la première des choses qu'il faut apprendre, c'est ce que je réclame depuis des années, mais où passe le pognon ? Ça, tout le monde voudrait savoir. Faire un audit des dépenses de l'État, par exemple. Mais à quoi sert la Cour des comptes ? Mais elle n'a aucun pouvoir, elle n'a pas un pouvoir global. Elle va regarder les dossiers du métro, j'en sais rien. Mais la réalité, c'est que, si vous voulez aller vers ce truc-là, c'est qu'il faut qu'il y ait des sanctions pénales. Par exemple, celui qui s'occupait des retraites, vous savez, il touchait, paraît-il, 14 retraites. Oui, qui avait disparu rapidement. Il touchait 14 retraites. Comment est-il possible, dans une démocratie bien organisée, la retraite payée par les impôts, on ne peut en toucher qu'une. On ne peut pas toucher, comme le fait M. Hollande, 5, 6, 7 retraites. M. Barnier également. M. Barnier, ils ont tous 25 000, 30 000 € par mois. De retraite. De retraite. Ça veut dire que si moi, un capitaliste, je veux toucher 30 000 € par mois, il faut aujourd'hui, compte tenu des impôts, que j'ai un capital de moins 60 millions. On devrait les imposer sur ce capital fictif qu'ils se sont créés. Sur l'argent des Français en plus. Oui, mais moi je le gagne et eux ils le volent. C'est important. On a des auditeurs qui appellent avec nous. On a Mohamed au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour messieurs. Je vous appelle. Alors ma question, j'ai essayé de faire un transvasement par rapport à la vie réelle. J'ai un prêt immobilier, imaginons. Je ne paye pas ce crédit immobilier. Il me semble que logiquement la banque a droit de saisir la maison. Et j'aimerais faire le parallèle avec la dette française. C'est-à-dire que comme on sait que ce sont des investisseurs étrangers qui ont pour la plupart qui détiennent la dette française, qu'est-ce qu'ils peuvent demander en retour si la France est incapable d'honorer le défaut de paiement. ses dettes? Oui, exactement. Merci Mohamed. Alors, la réponse est simple. Un État ne fait pas faillite. Vous ne pouvez pas saisir les biens d'un État. Donc, si vous voulez, ce qui se passera, c'est que les investisseurs étrangers ils prendront leurs pertes. Ils ne peuvent pas faire autrement.
Et c'est comme ça. Et on a essayé au 19e à plusieurs reprises avec des gens qui avaient des dettes vis-à-vis à notre égard, d'envoyer les canons, les bateaux, etc. C'était la diplomatie de la canonnière. On allait chercher, on les colonisait, on faisait des trucs comme ça. Mais maintenant, c'est plus possible parce que d'abord, on n'a plus d'enfants, on n'a plus de canaux. Et puis les autres, ils ont des enfants, ils ont des canons. Donc, si vous voulez, ça devient difficile. Donc, quand un pays fait faillite, ceux qui sont de l'autre côté, ils perdent. Mais vous dites que c'est les étrangers, mais 50% de la dette est détenue par des étrangers, mais 50% de la dette est détenue par des Français. C'est les banques et les assureurs français. Ça veut dire que les banques et les assureurs français sont tous en faillite parce que toutes leurs réserves obligatoires, de par la loi, sont dans les obligations françaises. Enfin, si on efface la moitié de la dette, c'est déjà ça. Et on dit, c'est les étrangers qui ne récupèrent pas. Parce que dans tous les prospectus, il y a marqué que la dette ne peut pas être séparée selon des critères. C'est bien le principe. Donc on est tenu, en fait, parce que l'État ne peut pas faire faillite. Mais en revanche, les créanciers peuvent demander des efforts. C'est le cas de la Commission européenne avec le processus de déficit excessif. Ça va être le cas mais des qu'est-ce qu'ils vont faire ces corneaux parce qu'ils sont vraiment pas bons. Ils vont demander à ce qu'on augmente les impôts. C'est ce qu'ils font à chaque fois le FMI. Oui. Mais le FMI il demande à ce qu'on augmente les impôts et à ce qu'on dévalue. Et alors avec l'euro, on ne peut pas dévaluer. Et donc, qu'est-ce qui se passe en France ? Eh bien, si vous augmentez les impôts et que vous ne pouvez pas l'évaluer, ce qui se passe, c'est que le déficit budgétaire augmente. Ouais. Merci Mohamed pour votre question. Alors, l'autre question, quels sont les scénarios, en fait, pour sortir de cette crise provoquée, de toutes pièces, par la dette ? J'en suis arrivé au point, je me suis demandé si on ne nous avait pas mis dans la dette pour qu'on perde notre souveraineté. Vous savez, il y avait ce mouvement de toute cette classe française qui voulait que la France cesse d'être souveraine, qui a commencé avec Jean Monnet, qui était un agent de la CIA. Mais bien peut-être, on nous a collé là-dedans exprès. C'est-à-dire que les gens me disent, mais ils sont complètement nuls, pourquoi ils laissaient faire ? Mais comme ils ont vendu Alstom, comme ils ont démantelé EDF, etc., si vous voulez, c'est peut-être... Et dans cet alourdissement de la dette, je suis sûr qu'il y a toute une série d'entre eux qui ont gagné pas mal d'argent. Surtout qu'une partie de cette dette vient du quoi qu'il en coûte, à l'issue de la dette Covid, avec le plan de relance européen également, où on voit qu'on a créé une dette énorme qui enchaîne finalement tous les États-nations à cette dette. Ce qui était contre les traités, puisqu'ils ne pouvaient pas y avoir... Oui, ils ont été obligés d'aller contre les textes. Les traités. Donc aujourd'hui, on vient à un vrai problème, c'est qu'ils sont non seulement illégitimes, mais si on interprète le droit correctement, ils sont illégaux, parce que demander à la France de garantir la dette de la Grèce, c'est interdit par les traités. Et c'est anticonstitutionnel en Allemagne. Ouais. Mais vous parliez de l'Allemagne, justement, en disant qu'on était très loin d'avoir des intérêts convergents, France et Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne est en récession aussi. Olaf Scholz est un chancelier décrédibilisé, qui n'a plus non plus de majorité. L'égalité, légitimité, même problème. Quel avenir pour l'Allemagne, le couple franco-allemand ? Le vrai problème de l'Allemagne, si vous voulez, c'est celui dont on parle assez peu, c'est que c'est un pays très vieillissant. Ils ont une démographie abominable. Et tout leur système de retraite était investi dans ce qu'on appelait les Bund, c'est-à-dire les obligations allemandes. Parce que de 1960 à 2012, à peu près 2014, les obligations allemandes vous donnaient du 4 ou 5% réel année après année. Donc, vous n'avez pas à vous emmerder, vous achetez des obligations allemandes, vous étiez un fonds de pension, et puis ensuite vous allez jouer au golf à 3h de l'après-midi, il n'y avait aucun problème, quoi. Et aujourd'hui, les obligations allemandes ont baissé de 25 ou 30% et de 40% en termes réels. Depuis que... Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que les retraités allemands vont avoir une baisse de leur niveau de vie gigantesque. Sachant que c'est un pays extrêmement vieillissant. Il y en a beaucoup plus. Oui. Et leur niveau de vie va beaucoup baisser. Et donc, comme me dit toujours mon fils en rigolant, tant que les Français et les Italiens sont dans la rue, tout le monde s'en fout. Le jour où les Allemands sont dans la rue... C'est fini. C'est qu'il faut arrêter les conneries, quoi. Et on n'en est pas loin. Vous pensez que là, on arrive à... Ils arrivent à la retraite et ils vont avoir un écroulement de leur niveau de vie puisque toutes leurs retraites sont en fonds d'État. Et quelle est la solution pour l'Allemagne ? Il n'y en a pas. Comme la France. C'est-à-dire que dans les structures actuelles de l'Europe et de l'euro, il n'y en a pas. Et en plus, si vous voulez, ils souffrent de quelque chose dont j'avais parlé il y a déjà longtemps. C'est qu'ils étaient dominants dans l'industrie, par exemple, automobile. Donc, ils ont foutu en l'air l'industrie automobile italienne et française. Ouais. Bon, ils nous ont liquidés, donc ils ont eu quelques années de gloire parce qu'ils nous liquidaient. Mais maintenant, aujourd'hui, le plus gros exportateur de bagnoles au monde, c'est la Chine. Parce que l'Europe a fait le choix de l'électrique aussi. Parce que le choix, mais les électriques chinoises sont bien meilleures, elles durent beaucoup plus longtemps et elles sont de bien plus grande qualité. Donc, les gens me disent...
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez le choix, si vous êtes un type neutre dans le monde, vous pouvez acheter une voiture allemande à 80 000 €, une belle BMW, ou la même chinoise à 11 000. Eh oui. Donc ils sont foutus. La loi du marché fait que ça va être terrible. On va marquer une courte pause et se retrouver pour clore l'émission avec notre invité Charles Gave, président de l'Institut des Libertés. 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve pour cette dernière partie d'émission avec Charles Gave, président de l'Institut des Libertés, économiste, auteur du livre Cessez de vous faire avoir, un livre qui parle de l'épargne des Français aussi et des investissements. Est-ce qu'il y a un risque, compte tenu de l'endettement et de la non-situation, des non-solutions actuelles pour sortir la France de l'ornière, de voir l'État faire main basse sur les économies des Français ? Alors, il y a deux choses qui vont se passer, certainement. La première, c'est qu'ils peuvent essayer de piquer l'épargne des Français, oui. Ouais. Il faut que chacun d'entre vos auditeurs comprenne que quand il a un dépôt à la banque, il a fait un prêt à la banque, l'argent n'est plus à lui. Donc, il faut qu'il le mette dans un endroit à la banque où il ne pourra pas être saisi, c'est-à-dire, par exemple, dans une SICAV de trésorerie, où vous savez, comme ça sera à lui, ça ne sera pas à la banque. Donc, ça, c'est la première des choses, surtout s'ils ont plus de 100 000 € de dépôt, parce que là, on va leur piquer certainement. Et la deuxième des choses qu'il faut dire, c'est que les systèmes de retraite en France, qui sont basés sur une pyramide des âges, qui est inversée. Actuellement, ça va être compliqué, oui. Ben donc, vous savez qu'ils ne retoucheront pas leur retraite. Donc, je j'essaye de faire dans ce livre. C'est une espèce de série de cuisine. Vous savez, j'ai 50 ans d'expérience dans tous ces trucs-là. Et je dis simplement, écoutez, c'est pas difficile de gérer votre fric vous-même. Je peux vous donner une méthode pour gérer votre fric qui va vous faire entre 4 et 5% par an réel après inflation, c'est-à-dire à peu près 3 fois mieux que les fonds de pension français aujourd'hui. Et ça sera votre épargne à vous. Et je vous l'apprends, et ça prend 50 pages. Et donc, j'ai fait ce livre, et apparemment, il se vend bien. Et ce que j'essaie de dire aux gens, c'est... On arrive dans une période littéralement révolutionnaire, où les institutions vont s'écrouler. Comme ça se passe tous les 100 ans à peu près. Et donc, si les institutions s'écroulent, il faut que vous preniez votre destin en main à votre niveau local. C'est-à-dire que c'est vous qui devez être responsable de votre épargne, parce que si vous le confiez à des instruments collectifs, ils vont disparaître dans la rupture des institutions. Comme la crise des subprimes. Ça, c'était une plaisanterie. Non, je parle. Vous vous endormez encore une fois en 1790, vous vous réveillez en 1830, vous comprenez rien. Le franc français a perdu les 2 tiers de sa valeur. Vous vous endormez en 1890, vous réveillez en 1930, vous comprenez rien. Le rouble a disparu, le marque a disparu, vous avez perdu toute votre épargne. Vous vous endormez en 1990, vous réveillez en 2030, vous comprendrez rien. C'est vrai. Donc pour vous, c'est 2030, le coup près va tomber d'ici 5 ans. Il est déjà tombé. Oui. L'Union soviétique n'existe plus. L'euro a été créé, il va disparaître. Toutes ces institutions européennes vont disparaître parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. Donc, aujourd'hui, vous pouvez acheter dans les marchés 2 choses. Vous pouvez acheter des contrats. Une obligation de l'État français, c'est un contrat que vous avez avec l'État français. Et vous pouvez acheter des actifs qui vous appartiennent. Une action Air Liquide ou de l'or. Et je dis aux gens, dans les périodes d'écroulement comme ça institutionnel, vous ne devez pas avoir de contrat. Vous ne devez avoir que des parts de propriété ou de l'or. Et si vous faites votre portefeuille bien, vous pouvez faire 4-5% par an sans vous emmerder. Et votre niveau de vie montera. Donc ce que j'essaye de faire, c'est une espèce, je me suis dit, parce que à l'Institut des Libertés, je faisais des petits trucs financiers de temps en temps, et je recevais plein de questions. Et alors ma fille m'a dit, tu sais quoi, on va faire une université pour leur apprendre à gérer, c'est ce qu'on a fait. On a déjà 7000 abonnés, ce qui est beaucoup, et on leur apprend à gérer leur épargne. Tout simplement. Et la protéger surtout, parce que le risque, c'est aujourd'hui de voir cette épargne s'évaporer. Elle peut être soit détruite, soit volée. Mais avec le système qu'on a essayé de mettre en place, elle sera ni détruite ni volée. Mais il faut qu'ils s'en occupent eux-mêmes, un par un. C'est à eux de le faire, voilà. C'est à eux de le faire, je peux pas le faire à leur place. Il ne faut pas faire confiance ni aux banques, ni à l'État. Enfin, les banques, c'est devenu des agents du Trésor public, c'est tout. Maintenant, ça ne sert plus à rien, les banques. Elles sont là pour faire en sorte que le Trésor public collecte l'impôt. Oui, et puis si vous recevez 5 000 $ de Hong Kong, vous immédiatement vous dénoncez au fisc en disant il a reçu 5 000 $ de Hong Kong, vous devriez aller voir, quoi. C'est génial. Donc on est dans cette situation-là. Occupez-vous de vos affaires. Et après l'euro, imaginons dans un scénario où l'euro tombe assez rapidement, qu'est-ce qui va se passer ? C'est un retour en France, c'est une nouvelle monnaie, c'est... je sais pas comment on l'appellera, c'est pas grave ça. On devrait rappeler le Macron, ça serait une... Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y aura beaucoup de volontaires. Non, mais si vous voulez, la réalité, c'est qu'à ce moment-là, on va se retrouver dans un monde où tout le monde des contrats disparaît.
Il n'a plus aucune valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez... Y compris la dette, ce que vous dites. Il faudra l'effacer par de exemple, facto. vous prenez la capitalisation boursière des dans le monde entier aujourd'hui. C'est à peu près 1000. La capitalisation boursière des obligations, c'est 1300. Donc la valeur du marché obligataire est 30% supérieure à la valeur des actions cotées. Mais il y a les 2/3 ou les 3/4 de ça qui vont aller à zéro. Donc il faut être investi que dans les actions, parce que là vous êtes dans le tiers qui tient. Dans le tiers. Mais voilà. Et c'est tout ce que j'essaie de dire aux gens, c'est la démocratie libérale, enfin la démocratie représentative s'est développée depuis 30-40 ans en créant des faux actifs de la dette. Et avec cette dette, elle maintenait un niveau de vie artificiel. Et elle achetait la paix sociale. Et elle achetait soi-disant la paix sociale. Mais aujourd'hui, les gens vont se retrouver. Le niveau de vie en France, c'est ce que les Français gagnent, plus qu'on a emprunté pour leur permettre de vivre au-dessus de leurs moyens. Ouais. Mais ça c'est le cas aux États-Unis aussi. C'est le cas aux États-Unis. Mais là, si on enlève 2000 milliards, ça va changer, là. Mais ce qui va se passer en France, c'est que nous, on ne va plus avoir l'argent emprunté, puisqu'on ne prêtera plus. Donc, quand je vois tous ces politiciens dire « je tiens à maintenir le niveau de vie », comment ? La question, c'est comment ? C'est même pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à raconter des calembredaines ? Ils peuvent pas dire aux gens. En gros, là, vous êtes en train de dire qu'il y a une pensée magique et que la classe politique est économiquement totalement nulle. Elle est non seulement nulle, elle est nocive. Parce que j'ai fait un papier récemment, il y a un écrivain qui m'a posé une question très intéressante, c'est pourquoi la France se plante comme ça, philosophiquement, quelle est la principale raison ? Non, oui, c'est pas faux. Mais la vraie raison, c'est que toutes les classes dirigeantes en France pensent que si un patron gagne de l'argent, c'est qu'il l'a volé à ses employés. Ils ne comprennent pas le processus de création de valeur par l'entrepreneur et la prise de risque. Et donc, toutes les grandes crises en sont toujours... On tape sur les entreprises. Et ça fait 50 ans qu'on tape sur les entreprises, que la rentabilité des entreprises françaises aujourd'hui est au plus bas depuis 50 ans. Ou on les subventionne. On a vu le CICE, etc. Mais ça sert à rien, parce que ça fait des entreprises zombies qui, au final... Non, mais vous allez prendre l'argent, vous le prenez aux entreprises qui marchent, et puis c'est tout. Quoi. On va devoir, hélas, rendre l'antenne, Charles Gave, mais merci beaucoup. On reparlera de cette situation économique française, qui est bien plus grave que la crise politique, qui est juste une péripétie. On se retrouve sur Sud Radio dans un instant avec Brigitte Lahaye. Merci d'être fidèle. Sud Radio, où on parle vrai.